Donc concrètement, quel est le contexte réglementaire? Quelles sont les prochaines étapes à franchir, face à la F-gaz? Et que signifie concrètement le terme A2L? Alors, merci à tous de votre présence. Comme vous le savez, on va d'abord regarder un petit peu l'aspect réglementaire. Et vous savez que les HFC sont des gaz à effet de serre, facteurs de réchauffement planétaire, parmi tant d'autres sources d'émissions. Et ils participent à l'effet de serre, donc voient leur usage réglementé partout dans le monde. On part du continent américain vers le continent asiatique en passant par l'Australie. On a des réglementations, je dirais, par chaque pays sur ces fluides-là. Et puis, on en a une en particulier sur l'Europe qui s'appelle la F-gaz, qu'on va pouvoir rappeler rapidement ensemble par la suite. Donc la réglementation F-gaz a instauré une mise sous quota de la production. On a des quantités en tonnes équivalent CO2 qui ont été calculées sur les tonnages réels des HFC vendus pendant une durée de 3 ans entre les années 2009 et 2012. Et ces tonnages réels ont été transformés en tonnes équivalent CO2 en calculant en fait les quantités en fonction du GWP de chaque fluide qui avait été vendu. Alors cela nous donne un point de départ de 185 millions de tonnes équivalent CO2 en 2015 sur la gauche du calendrier. Et puis, on a donc des étapes à franchir et on voit depuis le 1er janvier 2020 qu'on a une nouvelle étape à franchir avec un seuil de réduction de 55% par rapport à 2015, ce qui est quand même assez important. Et ces réductions vont continuer sur des cycles de 3 ans pour arriver à un seuil final en 2030 à 38 millions de tonnes équivalent CO2. Donc, ce qu'on voit sur cet écran, c'est très important, c'est qu'on a une réduction de quantité de production des HFC, mais qu'on n'a pas une élimination. Ces fluides-là vont continuer à être produits en 2030 et dans les années qui suivent. Alors, 38 millions de tonnes équivalent CO2, ça représente quoi? Je vous ai mis sur la droite de l'écran un petit calcul qui vous donne les quantités indicatives si on utilisait les différents fluides. Si j'utilisais que du 404A, c'est à peu près 9000, un peu plus de 9000 tonnes de fluides disponibles. Si j'utilisais que du 455A, ça me donnerait à peu près 256 000 tonnes de fluides disponibles. Et si nous n'utilisions que du 1, 2, 3, 4 ZE à très faible GWP, ça nous permettrait d'avoir un peu plus de 5 millions de tonnes équivalent CO2. Donc ça, c'est quand même important. Ça vous donne aussi une idée des enjeux vers lesquels il faut qu'on aille. Bien entendu, les conséquences de cette réduction, c'est tout simplement de se dire aujourd'hui que c'est vraiment important d'aller vers des solutions à plus faible GWP pour pouvoir continuer à produire du froid pour les applications de réfrigération et de climatisation. Ce qu'on peut aussi voir sur ce graphique, c'est les GWP moyens qu'il faut atteindre. Si on prend l'année 2021, il faut considérer que pour pouvoir passer le gap des 82 millions de tonnes équivalent CO2, il faut que les GWP moyens du résultat de tous les fluides qu'on utilise soient à peu près à 650. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est des fluides que vous utilisez quand c'est le niveau de GWP? Typiquement non. Vous avez tendance à utiliser du 404A qui a un GWP à 3900, du 448A qui a un GWP à un peu plus de 1300, ou du 134 qui a 1400. Donc vous voyez que si on reste sur ces HFC traditionnels, on ne pourra pas passer ces contraintes réglementaires de quantité à respecter. Donc ça, c'est le premier point important de la F-gaz, mise sous quota avec réduction des quantités et donc obligation d'aller vers des fluides à plus faible effet de serre. Le deuxième point qui concerne la réglementation F-gaz, ce sont les interdictions. Si vous regardez en bas à gauche de l'écran, on a depuis le 1er janvier 2020 une obligation qui est de ne plus utiliser des fluides à GWP supérieurs à 2500 en installation neuve de réfrigération, supérieure à 40 tonnes équivalent CO2. 40 tonnes équivalent CO2, ça représente quoi? C'est environ 10 kg de 404A. Donc c'est relativement faible. Pour les installations qui contiennent des fluides supérieurs à 2500, pour leur maintenance, pour les emmener jusqu'au bout de leur vie, on aura l'obligation d'utiliser des fluides régénérés ou recyclés uniquement. On ne pourra plus utiliser de fluides neufs, enfin on ne peut plus utiliser de fluides neufs depuis le 1er janvier 2020 pour la maintenance de ces installations. Et pour finir, le dernier point très important sur ce graphique, c'est qu'on peut voir que depuis le 1er janvier 2022, il sera obligatoire d'utiliser des fluides avec un GWP inférieur à 150 pour les installations neuves de réfrigération, supérieur à 40 kW. Il en sera de même pour les installations cascades où on sera obligé d'utiliser des fluides à moins de 1500 pour le circuit primaire, c'est-à-dire l'étage haut de la cascade. Donc vous voyez par conséquent que vous avez le rôle principal pour atteindre ces objectifs fixés par l'Europe et que vos choix permettront d'assurer la continuité de votre activité et de vos services en toute sécurité. Vraiment, il faut aller, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, sur des fluides à plus faible GWP pour pouvoir pérenniser la production du froid et les besoins qu'on a sur nos activités. En général, quand on parle de réduction de GWP, de facto, on introduit de l'inflammabilité. Pourquoi? Parce que pour que le fluide soit moins inflammable, il est moins stable, et donc la molécule va avoir une proportion plus facile à se détériorer, à se dégrader dans l'environnement.
si elle était émise, en fait, elle n'a pas d'impact parce qu'elle est fragile et ça crée de l'inflammabilité. Donc sur la gauche de l'écran, vous avez une image qui montre les différentes catégories qui sont composées de lettres et de chiffres. Ces catégories signifient quoi? Alors, tout simplement, la lettre définit la toxicité du produit. La lettre A veut dire que le produit est non toxique. La lettre B veut dire que le produit est toxique. Donc, évidemment, ça augmente l'éventuel danger. Le chiffre, lui, va définir la classe d'inflammabilité. Plus le chiffre est élevé, plus le produit est inflammable. Donc, par conséquent, plus le danger va augmenter aussi en fonction de l'augmentation du chiffre. Maintenant, passons sur la droite de l'écran. On voit 3 classes d'inflammabilité sur le graphique. Alors, ces classes d'inflammabilité, elles sont définies comment? C'est relativement simple. Elles sont définies selon la norme internationale ISO 817, qui est reprise par la norme américaine HRE34 et européenne EN 378. Et sur ce graphique, on a là, sur l'axe des ordonnées, on a la limite inférieure d'inflammabilité, c'est-à-dire la concentration minimale de fluide inflammable à avoir en mélange avec l'air pour créer une zone inflammable. Et sur l'axe des abscisses, on a la vitesse de combustion, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la flamme va avancer en cas de combustion. Et bien entendu, plus la vitesse est élevée, plus le danger est grand. Alors, comment sont définies les 3 catégories, la classe 3, la classe 2 et la classe 2L? Bien, elles sont définies par 3 facteurs. La limite d'inflammabilité, la vitesse de combustion, et un troisième critère qu'on n'a pas repris sur le graphique, qui est la chaleur émise lors de la combustion. Donc, la délimitation entre la classe 3, par exemple, et la classe 2 et 2L est définie par la concentration dans l'air. On regarde complètement à droite de l'écran, et on voit que si ma LIE est inférieure à 3,5% dans l'air, je vais avoir une inflammabilité classe 3. Ça veut dire qu'il me faut très très peu de fluide émis dans l'air pour créer un risque d'inflammabilité ou d'explosion. Et à l'inverse, pour les fluides 2 et 2L, il faut avoir plus de 3,5% de concentration dans l'air pour pouvoir créer une zone d'inflammabilité. Donc si je reprends l'exemple de la classe 3 avec le propane, par exemple le R290, ou l'isobutane, le R600A, on peut voir qu'à 50 grammes par mètre cube dans l'environnement, je crée une zone d'inflammabilité avec un risque d'inflammabilité et d'explosion. Et la vitesse de flamme est au-dessus de 45 cm par seconde, c'est-à-dire que ça brûle très très vite, hein, ça donne à peu près une vitesse de 27 mètres par minute, ce qui est relativement élevé et présente un réel danger. Si je passe sur la catégorie 2, j'ai mis un exemple avec le 152A, bien là je vais voir qu'il faut à peu près 130 grammes par mètre cube de concentration pour créer une zone d'inflammabilité, donc c'est nettement supérieur au 290, et que la vitesse de flamme est réduite environ de moitié. Mais il y a quand même toujours un danger notoire, parce que ça s'enflamme facilement et ça brûle assez vite. La classe qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la classe de L, sur la gauche du graphique. Et là, on voit typiquement, d'une part, que les vitesses de flamme des produits sont relativement faibles, parce que pour 3 produits, le ZE, le YF ou le 455A, on est quasi à 0 en vitesse de flamme, et que les concentrations nécessaires pour pouvoir créer une zone d'inflammabilité sont très élevées. Il me faut 300 grammes pour le A234ZE ou l'A234YF ou le R32 pour pouvoir créer une zone d'inflammabilité. Il faut plus de 400 grammes par mètre cube pour le 455A. Donc ce sont des concentrations qui sont très difficiles à atteindre et qui permettent de limiter énormément le danger et de faire en sorte que ces fluides-là n'auront pas les mêmes contraintes réglementaires que les fluides de classe 2 ou de classe 3.